Voilà. Vous allez me croire si je vous dis qu'il fait chaud dehors. Mais chaud! Je n'ai jamais vu ça. Une chaleur pareille, c'est vraiment lourd. Et je rentre de travailler dans mon jardin. Mais vraiment, travailler dans mon jardin par une chaleur pareille, ça n'a pas de sens. À mon âge, j'ai mal partout. Et en plus de ça, je fonds dans une chaleur pareille. Mais le jardin chez nous, c'est une croyance de toujours que les légumes frais sont meilleurs que les autres. Les autres sont frais aussi, mais ils viennent d'ailleurs parfois. Alors autant cultiver chez nous. Ça m'amène à vous parler du don de grand-mère. Grand-mère, c'était une femme d'un âge certain maintenant, dépassée, elle est décédée, mais elle était née en 1873. C'est vous dire que le monde a beaucoup changé depuis. Et alors, quand elle était jeune femme, elle était d'une famille de cultivateurs et en connaissait tous les rouages. Mais parallèlement à ça, elle continuait de vouloir se marier et préparait son coffre d'espérance. Elle cousait des draps, des têtes d'oreiller brodées, des couvertures tissées et empilait tout ça dans un coffre qu'on appelait son coffre d'espérance. Jusqu'au jour où elle a rencontré celui qui allait l'accompagner pour l'avenir. Alors, ils se sont fiancés un dimanche matin, après la grand-messe, près du cèdre qui poussait à côté de l'église, la main sur le cœur et sur le missel. Ils se sont jurés fidélité pour leur vie. Et je crois qu'ils ont tenu le coup. Grand-mère avait un don. Grand-mère était une femme qui n'était pas de son temps. Elle était un peu d'avenir. Elle savait s'affirmer, elle savait écrire, elle savait lire, ce qui était rare en ce temps-là. Et quand elles se sont mariées, ils sont partis vivre sur une ferme. Mais la ferme ne leur appartenait pas. Ben non. Ils la cultivaient, ils en prenaient soin, mais ils n'étaient pas propriétaires de la terre. C'était le seigneur de Beaujeu qui était propriétaire des terres. Le seigneur de Beaujeu, c'est un titre de noble français qui avait fait son argent en vendant des fourrures et que, après avoir vendu des fourrures, l'argent qu'il a ramassé, il a acheté des terres en Amérique. Il est venu en Amérique et a commencé à encourager des cultivateurs à cultiver ces terres et lui payer des redevances à la fin de l'année. Donc, quand ils se sont mariés, Mélitime et Fortuna, son futur, ils se sont installés sur une de ces fermes où il y avait maison et dépendance. Les tâches étaient bien partagées. Fortuna cultivait la terre et s'occupait des animaux. Mélitime s'occupait de la maison, des enfants, et tenez-vous bien, du poulailler, de son jardin et du four à pain qui était bâti à l'extérieur de la maison. Ils ont eu 10 enfants. Ils en ont perdu une. Ils ne connaissaient pas la contraception, mais chose étrange, tous les enfants avaient 2 ans d'intervalle. Il y avait quand même des trucs. Mais voilà, dans son jardin, Mélitime, c'est son nom, n'oubliez pas. Je le porte aussi. Je vais vous dire comment je le porte. Mélitime, c'était un aurore, hein, et pas tellement sympathique. Donc, Fortuna avait fait Mélie. Alors, moi, j'ai pris Mélie, j'en ai fait Amélie. Et comme son nom à elle, c'était Farran, j'en ai fait Phare, P-H-A-R. Alors, c'est de là que c'est parti. Et dans son jardin, Mélitime avait un carré qui lui était réservé. Tout à fait au fond à droite. Un endroit où l'on n'allait jamais. Elle seule en avait
la surveillance et la culture. C'était des herbes médicinales, des herbes de cuisine, des herbes qu'elle seule connaissait. Et elle était un peu sorcière parce qu'elle utilisait ces herbes-là. Elle savait quoi en faire. Elle était sorcière, mais une bonne sorcière. Alors, voilà ce qu'elle faisait. Quand quelqu'un était malade, elle faisait des décoctions, elle faisait des tisanes et elle soignait les gens. Elle commençait autour d'elle et à un point donné, le curé du village commençait à lui faire confiance et il la nomma sage-femme. En plus. Alors, quand c'était le temps de l'accouchement d'une personne qui ne présentait pas de problème, c'était Mélitime qui allait l'accoucher. Elle partait avec son chaudron de soupe le matin. Elle allait rencontrer la personne, elle l'accouchait, et le chaudron de soupe servait à fournir le premier repas le soir pour pas que la nouvelle maman ait à faire à manger la même journée qu'elle avait accouché. C'était les habitudes du temps. Alors, Mélitime, dans son jardin, en plus des légumes, et il y en avait beaucoup parce que le jardin était très grand, elle cultivait aussi un pommier et un cerisier pour les fruits. Et le reste, c'était des légumes, plus le petit carré d'herbe inconnu de toute la famille. Elle seule savait ce qu'il y avait là. Aussi, vers 14-18, il y a eu la Première Guerre mondiale et Fortuna cachait des jeunes qui ne voulaient pas aller en guerre. Dans sa grange, il avait ménagé un endroit où ils pouvaient se reposer et dormir, et Mélitime, comme il faisait de la nourriture pour tout le monde, en faisait un peu plus pour ces jeunes hommes. Quand la guerre fut finie, après 14-18, il y a eu une pandémie. C'est pas nouveau, les pandémies. Il y en a toujours eu. Mais voilà que cette pandémie-là, c'était la guerre espagnole. La grippe espagnole, pardon. Et cette grippe-là tuait beaucoup de monde. Mélitime cueillit des plantes dans son jardin et commençait à soigner ses voisins et tous ceux qui attrapaient la grippe espagnole. Elle partait le matin, encore avec son chaudron de soupe et ses herbes, et allait soigner les malades. Elle amenait avec elle l'aîné de ses fils, Eugène, qui lui allait s'occuper des animaux pendant qu'il s'occupait des humains. Bien, figurez-vous qu'ils n'ont jamais attrapé la grippe espagnole. Ni l'un ni l'autre. Ils ne l'ont pas ramené à la maison non plus. C'est vous dire qu'il y a toujours des gens qui sont bénis des dieux pour ne pas transporter la maladie avec eux. Chose étrange encore, quand elle est décédée, à l'âge de 90 ans, elle est morte d'une simple grippe en 3 jours. Fortuna, le matin des funérailles, m'a attiré de côté pour me parler. Il me connaissait bien. Il était mon parrain. Elle était ma marraine. Aussi, sur mon état civil, j'ai aussi le nom de Mélitime, mais pas le secret. Et il m'a dit, maintenant que Mélie est partie, je ne resterai pas longtemps. Ce jour-là, il a cessé de manger. Il est décédé 2 semaines plus tard. C'est une belle vie. Personne n'a pleuré. Tout le monde était heureux pour eux de la vie qu'ils avaient vécue. Ils en sont devenus propriétaires de leur terre quand le seigneur de Beaujeu a vendu cette terre en Amérique. Et ils sont devenus alors propriétaires. Et la succession a continué grâce à mes grands-parents. Je les ai beaucoup aimés. Beaucoup. Ce ne serait pas gentil de dire que c'était plus que mes parents, mais à peu près.
Mélicine était tellement attachante. Elle était toute petite, toute mince. Mais il fallait que ça marche, ça se fait ça. Oui. Je vais vous parler de ma vie à moi à partir du moment où j'ai quitté Montréal pour aller vivre dans les Laurentides. Et de village en village, j'ai glané aussi des histoires. Une, entre autres, qui fait rire souvent, mais qui, au fond, est un exemple de ce que la vie a changé depuis. Je vivais dans ce temps-là dans un village des Laurentides où on allait chercher le courrier à la poste, un peu comme on fait maintenant d'ailleurs. Et un matin, je vais chercher mon courrier et j'entends les gens qui jasaient un peu partout. Chacun y allait de son commentaire. Je ne savais pas très bien de quoi il retournait. Alors, je demande, qu'est-ce qui se passe? On me dit, il y a eu un incendie cette nuit. Ah oui? Ah bon, je n'ai pas entendu l'alarme. Et pourtant, une dame dit, moi, je l'ai bien entendu. J'ai poussé M. le curé du coude. Et je lui ai dit, Monsieur le curé, levez-vous vite, il y a le feu. Ah, alors la bonne donnait un coup de coude au curé pour qu'il se réveille. Ah, regardons ça. Il est inutile de vous dire que le curé a perdu sa cure, mais a gardé sa bonne. C'est devenu un couple comme tous les autres. Le monde avait déjà commencé à changer. Aujourd'hui, c'est une autre histoire. Merci. Celle-là, Monique, tu me l'avais jamais racontée. Ma poche arrière, cela. Pardon? Elle était dans ma poche arrière. Ah, elle était dans ta poche arrière. Et t'as-tu des poches de côté? Il te reste-tu une poche de côté, quelque chose comme ça, hein, pour Moi, j'ai nous en beaucoup tirer de un gens autre? pour aujourd'hui, je vais te dire, ça... Hein? il Comment tu reste dis? encore beaucoup de temps, Pierre. Non, on a quand même 5 minutes encore, hein? Ah, encore? Oh, Oui, bon. si tu veux. J'ai été trop vite, hein? Je devais raconter. Non, mais non, on a peut-être 5 minutes, là, puis après. Oui. Est-ce que t'en as un autre à nous conter? Ben, dans mon périple à travers les villages des Laurentides, c'est sûr que j'ai vu beaucoup d'histoires, beaucoup de poésie aussi. À Mont-Tremblant, entre autres, quand je vois le soir que le lac tremble et la montagne aussi. À savoir pourquoi, c'est un phénomène optique, tout simplement. Mais ça donne l'illusion que tout ça tremble, comme une vague, avant le coucher du soir. Quand notre Laurentie pardon, je l'ai perdu celui-là. Quand notre Laurentie se glisse dans la nuit, on voit trembler la montagne. Et il se fait un calme, un silence. Les bateaux sont rentrés, les gens aussi. Tout le monde s'en va dormir. Moi, j'aime bien veiller. J'aime bien m'asseoir sur la terrasse du chalet des Chutes et observer et écouter. Je vois le tissu de la nuit s'éveiller, les étoiles qui paraissent et le silence qui s'établit, sauf la chute qui coule jour et nuit à l'année. Elle se précipite dans une rivière qui descend le long des champs, tranquillement, jusqu'au fleuve Saint-Laurent. Elle fait partie des gouttes d'eau qui complètent l'océan. C'est un rêve, un beau rêve, un souvenir que je garde fidèlement. Merci. Tu trouveras la paix dans
et pas ailleurs, et pas ailleurs. La seule vraie tranquillité, le grand repos, l'immobilité. Tu trouveras la paix dans ton cœur et pas ailleurs, et pas ailleurs. Tu peux cesser de la chercher, ce n'est qu'en toi qu'elle peut commencer. Sont au-dedans de toi les plus merveilleux couchers de soleil, sont au-dedans de toi. Ils attendent que tu me réveilles au plus profond de toi. Et à la plage immense où tu es tout seul, au plus profond de toi, dans le plus chaud de toi, loin au-dedans de toi, loin au-dedans de toi, loin au-dedans de toi. Tu trouveras la paix dans ton cœur et pas ailleurs, et pas ailleurs. La seule vraie tranquillité, le grand repos, l'immobilité. Tu trouveras la paix dans ton cœur et pas ailleurs, et pas ailleurs. La seule vraie tranquillité, le grand repos, l'immobilité. Tu trouveras la paix dans ton cœur et pas ailleurs, et pas ailleurs. Tu peux cesser de la chercher, Ce n'est qu'en toi qu'elle peut commencer.